Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait Les Voyages de Gulliver, écrit par Jonathan Swift, c'est notre sixième live sur cette œuvre, si je ne dis pas de bêtises. Nous lirons aujourd'hui le début de la troisième partie, à savoir Voyage à Laputa, Balnibarbi, Glubdubdrib, Lugnag et au Japon. Telle est la troisième partie. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous aurez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement à l'endroit qui vous intéresse. J'ai réfléchi, alors déjà, euh, voyez que j'honore ma promesse, on va dire, de faire 2 lives cette semaine. Hem, alors que je regrette déjà un peu parce que ça fait 10 minutes que je suis en pré-show et que je meurs de chaud. Mais malgré tout, j'ai réussi à faire mon deuxième live de la semaine, à lancer mon deuxième live de la semaine. Est-ce que je vais réussir à le finir? Ça, c'est une autre question. Hem et du coup, on avait décidé lors du live précédent, pour la troisième partie, j'aime bien faire des unités de sens dans mes lives, en termes de lecture, donc ne pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, ne pas m'arrêter en plein milieu, d'une page et cetera et cetera. Là, on avait vu que la troisième partie se composait de plusieurs voyages et donc je vais essayer dans la mesure du possible, d'arrêter mes lectures à chaque fois à un des voyages. Donc la troisième partie, on a priori 1, 2, 3, 4, 5 voyages. Aujourd'hui, je ne ferai que le voyage à Laputa, c'est ce que j'avais repéré, via, les petites, annotations, vous savez, les petits résumés qu'il y a en début de chapitre dans cette œuvre. J'ai réussi à conclure que a priori, en lisant 3 chapitres aujourd'hui, on aura terminé le voyage à Laputa et on enchaînera avec un autre voyage lors du prochain live. Voili, voilou et ma foi, je pense que encore, plus que d'habitude, je vais me lancer rapidement dans la lecture parce que là, j'ai peur que, ça soit vite insoutenable la chaleur qu'il fait. Donc je me dis, autant tracer, essayer de gagner du temps. Hem et en plus, je pense que la lecture du jour va pas être ultra longue non plus. Je crois qu'on a un truc du style 23 pages à lire, donc c'est pas très, très long. Donc autant enchaîner directement. Santé à tous et à toutes. Punaise, il fait tellement chaud que mon eau qui était au frigo, elle a l'air encore plus fraîche que d'habitude. Genre là, j'ai l'impression de boire une eau qui sort d'un congélo, quoi. Alors juste, j'avais repéré que je devais lire 3 chapitres. Je n'avais pas repéré chacun de ces chapitres, combien de pages il faisait, et du coup, où est-ce que j'allais m'arrêter. Hem, Si je fais 207 à 214, ça fait que 7 pages. Après 14 à 24, ça fait 10 pages. Et après 24-32, ça fait moins de 10 pages. Ouais, donc dans tous les cas, ça va être très très court. Bon bah à ce moment-là, je vais faire chapitre 1, 2, 3 avec des très courtes pauses entre le chapitre 1 et 2. Et 2 et 3. Allez, je vous souhaite une bonne écoute que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour une pause. On va vraiment enchaîner très rapidement aujourd'hui. Petite lecture, petite pause, petite lecture, petite pause. Et petite lecture. À tout à l'heure. Troisième partie. Voyage à Laputa, Balnibarbi, Glubdubdrib, Lugnag et au Japon. Chapitre 1. J'étais à peine chez moi depuis 10 jours quand je reçus la visite d'un cornouaillé, le capitaine William Robinson, qui commandait la Bonne Espérance, solide vaisseau de 300 tonneaux. J'avais été sous ses ordres jadis, comme médecin du bord, sur un navire qui allait au levant et dont il était pour un quart le propriétaire. Il m'avait toujours traité en frère plus qu'en officier subalterne. Et quand il apprit mon retour, il vint me faire cette visite par pure amitié, semblait-il, car notre conversation n'eut rien de particulier et fut celle de deux camarades qui se retrouvent. Mais il revint souvent me voir,
se disant ravi de ma bonne mine et voulant savoir si j'avais renoncé à la mer. Lui-même, ajoutait-il, avait en projet un voyage aux Indes orientales et partirait dans 2 mois. Un jour enfin, et non sans quelques précautions oratoires, il me posa franchement la question. Viendrais-je avec lui comme médecin du bord? J'aurais un aide-médecin en plus de nos 2 seconds. Je toucherais double paye. Je serais pratiquement comme un autre commandant de bord. Il promettait de suivre mes conseils, car il connaissait mon sens de la mer, et le jugeait au moins égal au sien. Il me fit tant de compliments, et je le savais d'ailleurs si honnête homme, que je ne pus rejeter ses propositions. Mais mes aventures passées n'avaient d'aucune manière apaisé ma soif ardente de visiter le monde. Il restait sans doute une difficulté. C'était d'obtenir le consentement de ma femme. Elle se laissa pourtant convaincre en songeant au bien de ses enfants. Nous mîmes à la voile le 5 août 1706 et nous arrivâmes à Fort-Saint-Georges le 11 avril 1707. Nous y relâchâmes 3 semaines pour reposer l'équipage, car nous avions beaucoup de malades. Nous nous rendîmes ensuite au Tonkin, où le capitaine décida de s'attarder, car les livraisons escomptées n'étaient pas prêtes et réclamaient encore plusieurs mois de délai. Pour faire face à ces frais imprévus, il acheta un sloop, le chargea des marchandises que les Tonkinois achètent pour aller les revendre dans les îles voisines, et mettant à bord 14 hommes, dont 3 indigènes, il m'en confia le commandement. Je devais faire du cabotage tout le temps qu'il réglerait ses affaires au Tonkin. Après 3 jours à peine de mer, nous essuyâmes une grosse tempête. Nous dérivâmes 5 jours vers le nord-nord-est, puis vers l'est. Enfin, le beau temps reparut, avec une brise d'ouest encore assez forte. Vers le 10e jour, nous fûmes pris en chasse par 2 pirates qui nous eurent tout rattrapés, car mon sloop était si chargé qu'il ne pouvait aller vite, et nous n'étions pas en état de nous défendre. Les 2 pirates nous abordèrent en même temps et nous assaillirent furieusement à la tête de leurs hommes. Mais j'avais donné l'ordre de se coucher à plat ventre, et c'est dans cette position qu'ils nous trouvèrent tous. Ils nous firent donc lier de grosses cordes et garder à vue, puis ils descendirent fouiller le sloop. Je remarquai parmi eux un Hollandais qui paraissait jouir de quelque autorité, mais sans être le chef d'aucun des 2 navires. Nous ayant identifiés comme anglais, il s'en vint jargonner dans sa langue, et nous jura qu'on nous lirait dos à dos et qu'on nous jetterait à la mer. Je ne parle pas trop mal le néerlandais, et je lui dis qui nous étions, le priant de considérer notre qualité de chrétiens et de protestants, fils d'une terre voisine et fidèle allié de la sienne, et de nous obtenir la pitié des capitaines. Mes paroles le rendirent fou furieux. Il réitéra ses menaces, puis, se tournant vers ses compagnons, il leur fit une harangue enflammée en une langue qui devait être du japonais et où revenait sans cesse le mot Christianos. Le plus gros des 2 navires pirates avait pour chef un japonais, qui savait quelques mots de mauvais néerlandais. Il s'approcha de moi et me posa plusieurs questions auxquelles je répondis avec une grande humilité. Il nous promit alors la vie sauve. Je lui fis une inclination profonde, et me tournant vers le Hollandais, je lui dis combien il m'était pénible de trouver plus de compassion chez un païen que chez un chrétien comme moi. Paroles insensées, dont j'eus bientôt à me repentir. Car ce vil drôle voulut par tous les moyens convaincre les 2 capitaines de me jeter à la mer. Et comme il n'y consentait pas, pour m'avoir promis la vie sauve, il obtint du moins qu'ils me punissent, et de façon apparemment pire que la mort même. Mes hommes furent répartis par groupes égaux entre les 2 navires pirates, et le sloop reçut un nouvel équipage. Quant à moi, on décida de m'abandonner à mon sort, seul dans un petit canot doté d'une voile et de rames, avec 4 jours de vivres. Mais le capitaine japonais eut la charité de me doubler mes provisions, en prenant sur ses propres réserves, et ne toléra pas que je fusse soumis à la fouille. Je descendis donc dans le canot, sous la pluie de jurons et d'insultes que le Hollandais me lançait depuis le pont, jusqu'à épuisement de son vocabulaire. J'avais fait le point 1 heure avant l'arrivée des pirates. Nous voguions par 46 degrés de latitude nord et 183 degrés de longitude. Quand je fus à quelque distance des pirates, je découvris à la lorgnette un groupe d'îles vers le sud-est. Je résolus d'atteindre la plus proche de celle-ci et mis à la voile car le vent était favorable. Le trajet me prit 3 heures environ. L'île n'était qu'un récif rocheux, mais j'y récoltai beaucoup d'œufs. Je battis le briquet et fis un feu de bruyère et d'herbes sèches pour avoir des œufs rôtis.
Ce fut là tout mon souper, car j'étais décidé à épargner mes provisions le plus possible. Je passai la nuit sous une roche en surplomb, où j'avais fait un mauvais lit de bruyère. Je ne dormis pas mal du tout. Le jour suivant, je touchais une autre île, puis une troisième, puis une quatrième. Je naviguais tantôt à la rame, tantôt à la voile. Mais le détail de mes tribulations ennuierait le lecteur. Disons simplement que le cinquième jour, j'arrivai à la dernière île en vue, au sud-sud-est de la précédente. Cette île était plus éloignée que je n'avais pensé. Il me fallut près de 5 heures pour l'atteindre. Je dus la contourner presque en entier avant de rencontrer un mouillage. C'était une petite crique, 3 fois large à peu près comme mon canot. L'île était toute en roches vives, mais quelques touffes d'herbe s'y mêlaient aux plantes aromatiques. Je débarquai mes maigres provisions, puis, après m'être restauré, je mis le reste à l'abri dans un des nombreux trous du rocher. Je trouvai beaucoup d'œufs sur la falaise et fis aussi un gros tas d'algues et d'herbes sèches que je comptais allumer le jour suivant pour rôtir mes œufs le mieux possible, car j'avais sur moi mon briquet et sa pierre, de l'étoupe et un verre grossissant. Je passai la nuit dans la grotte où j'avais mis mes provisions, couché sur ces mêmes bottes d'herbes et de goémons que je gardais comme combustible. Je dormis fort mal, car mes soucis étaient plus forts que ma fatigue et me tinrent éveillé. Je voyais combien mon sort était désespéré sur cet îlot misérable et à quelle triste fin j'étais condamné. Mon apathie et mon abattement étaient tels que je n'avais pas le cœur de me lever, et quand je me décidai enfin à ramper hors de ma grotte, il faisait déjà grand jour. Je fis quelques pas sur les rochers. Le ciel était parfaitement clair, et le soleil donnait si fort que je ne pouvais regarder dans sa direction. Or, il perdit brusquement son éclat, mais non pas, notai-je, comme s'il se couvrait de nuages. Je me retournai et vis qu'une grande masse opaque passait entre moi et le soleil, s'avançant en direction de l'île. Elle pouvait bien être à 2 miles de hauteur et cacha le soleil pendant 5 à 6 minutes. Je ne trouvai pourtant ni l'air bien plus frais ni la lumière beaucoup moins vive que si je me trouvais à l'ombre d'une montagne. Quand cette chose inconnue fut suffisamment près, je vis qu'il s'agissait d'un corps solide, dont la face inférieure était plate et lisse, au point que la mer, en s'y réverbérant, lui donnait un vif éclat. J'étais sur une hauteur qui dominait la plage de peut-être 200 yards, et vis cette masse énorme descendre jusqu'à se trouver à peu près à mon niveau. Je n'en étais pas alors à plus d'un demi-mile, et à la lorgnette, je voyais nettement des gens qui, en grand nombre, montaient et descendaient au long de ces flancs en pente. Mais ce qu'ils étaient en train de faire, je ne pouvais le distinguer. L'instinct de vivre me poussait sans doute à la joie. J'étais déjà prêt à reprendre espoir. Cette aventure n'allait-elle pas, d'une manière ou d'une autre, me permettre d'échapper à ce lieu désolé, à cette situation sans issue? Mais, en même temps, je ne saurais dire au lecteur à quel point j'étais abasourdi de voir flotter en l'air une île peuplée d'hommes, capables apparemment de la faire à leur gré, monter, descendre ou circuler. Je n'étais guère, pourtant, en disposition de philosopher sur ce phénomène, et je m'occupais bien plus de savoir dans quelle direction allait repartir l'île, car elle semblait pour l'instant s'être immobilisée. Elle ne tarda pas cependant à s'avancer de mon côté, et je vis alors que ses flancs étaient parcourus de galeries parallèles et unis ensemble par un certain nombre d'escaliers. Sur la galerie inférieure, il y avait des gens qui pêchaient avec de très longues lignes, et d'autres qui regardaient. Je fis des signaux à l'île, avec mon mouchoir et mon bonnet de marin. Mon chapeau d'officier était depuis longtemps au rebut. Et comme elle approchait encore, j'appelai et criai du plus fort que je le pouvais. Regardant alors attentivement, je vis qu'un attroupement se formait du côté qui me faisait face. On se faisait des signes, on me montrait du doigt, et je compris que j'étais repéré, quoique personne ne répondît à mes appels. 4 ou 5 hommes pourtant s'élancèrent en courant vers le haut de l'île. Je les vis remonter les escaliers à toute allure, puis je les perdis de vue. J'avais quelques raisons de penser qu'on les envoyait aux ordres auprès de l'autorité compétente. La foule des curieux augmentait. Au bout d'une demi-heure à peine, l'île se remit à manœuvrer. La galerie inférieure vint se mettre à la hauteur de ma butte et à moins de 100 yards de moi. Je pris alors les postures les plus suppliantes et parlai sur le plus humble des tons, mais je n'obtins pas de réponse. Ceux qui me faisaient face le plus directement semblaient être des personnes de qualité, à en juger par leur costume. Ils parlaient entre eux gravement, en me désignant souvent du regard.
Enfin, l'un d'eux m'interpella en un langage clair, affable et doux, dont le son rappelait celui de l'italien. Je lui répondis donc en cette langue, pensant que la cadence au moins en serait agréable à ses oreilles. Et bien qu'il fût impossible de me faire comprendre, on devina ce que je voulais, car ma détresse était assez visible. On me fit signe de descendre de mon rocher et de me rendre sur la plage, ce que je m'empressai de faire. Puis l'île volante vint se ranger à un niveau convenable, avec son bord juste au-dessus de moi. On me lança, depuis la galerie inférieure, un siège fixé à une chaîne. Je m'y assis, et un système de poulies me hissa vers le haut. Et c'est la fin du chapitre 1. Finalement, je ne vais pas faire de pause parce que le chapitre 1 était vraiment très court. Donc j'enchaîne avec le chapitre 2. Et du coup, bienvenue sur le live Nordom, bonne écoute à toi. Je suis reparti. Chapitre 2. À peine arrivé, je fus pris dans une foule nombreuse, mais ceux que j'avais tout contre moi paraissaient de grands personnages. Ils me regardaient avec l'ébahissement le plus complet, et je dois dire que je le leur rendais bien, car jamais je n'avais vu une race de mortels si étrange, tant par leur allure que par leur costume et leur manière. Ils avaient tous la tête inclinée, soit à gauche, soit à droite, et un œil tourné vers le dedans, tandis que l'autre se fixait sur le zénith. L'étoffe de leurs vêtements était décorée de soleil, de lune et d'étoiles, entremêlées à des violons, flûtes, harpes, trompettes, guitares, clavecins et autres instruments de musique sans équivalents en Europe. Je les voyais entourés de plusieurs laquais en livrée, qui tenaient à la main une sorte de fléau à manches courts dont la tête était une vessie gonflée. Je sus plus tard que, dans la vessie, il y avait des pois secs et de petits cailloux. Les laquais tapaient de temps en temps avec leur vessie sur la bouche ou les oreilles du personnage qu'ils accompagnaient, et je ne comprenais rien à cette pratique. Il paraît que ces êtres ont l'esprit tellement absorbé par d'intenses spéculations qu'ils sont incapables de tenir ou d'écouter une conversation si l'on ne tient pas en éveil par quelque attouchement leur organe du parler ou de l'ouïe. Voilà pourquoi tous ceux qui en ont les moyens comptent parmi leurs gens un domestique frappeur, appelé dans leur langue Clymenol. Jamais ils ne sortent ni ne vont en visite sans l'emmener. Le rôle de cet employé est, quand deux ou plusieurs personnes sont réunies, de donner un léger coup avec sa vessie sur la bouche de celui qui a la parole et sur l'oreille droite de son auditeur ou de son auditoire. Il a également la charge de surveiller son maître dans ses déplacements et de lui donner, le cas échéant, un petit coup sur les yeux, car celui-ci est toujours si distrait par ses pensées qu'il court le risque manifeste de tomber dans le premier précipice venu ou de donner du crâne contre un poteau, et dans la rue, de renverser les gens ou d'être renversé lui-même dans la rigole. Je devais cette explication au lecteur qui n'aurait pu, sans elle, comprendre mieux que moi le comportement de ces êtres, tandis qu'ils me conduisaient par les escaliers vers le haut de l'île, et puis au palais royal. Plusieurs fois au cours de la montée, ils oublièrent ce qu'ils étaient venus faire là, et me délaissèrent jusqu'à ce que leurs frappeurs leur eussent réveillé la mémoire. Ils semblaient alors complètement indifférents à mon costume et à mon allure étrangère, ainsi qu'aux cris de la foule, dont l'esprit semblait moins asservi par la méditation. Nous entrâmes enfin dans le palais royal, et nous fûmes admis dans la grande salle d'audience. Je vis le roi, assis sur son trône, et entouré de dignitaires. Devant le trône, il y avait une grande table chargée de globes et de sphères, ainsi que de divers instruments scientifiques. Sa Majesté ne nous prêta pas la moindre attention, encore que notre entrée ne se fût pas faite sans un certain désordre, tous les gens de la cour s'étant précipités dans la salle. Mais il était alors absorbé par un problème, et nous attendîmes une bonne heure qu'il en tînt la solution. Deux jeunes pages l'encadraient, le frappoir à la main. Quand ils le virent libéré de son problème, ils lui donnèrent chacun un petit coup, l'un sur la bouche, l'autre sur l'oreille droite. Il sursauta comme un dormeur qu'on réveille, et, me regardant, moi et mes accompagnateurs, il se rappela ma visite qu'on lui avait annoncée. Il proféra quelques mots. Aussitôt, un jeune homme vint à moi avec son frappoir, et m'en donna un petit coup sur l'oreille droite. Mais je tâchai de lui expliquer par signes que je me passais très bien de son instrument. Je sus plus tard que ma réaction donna à Sa Majesté et à la cour une piètre idée de mon entendement. Le roi, autant que je pus en juger, me posa diverses questions, et je lui parlai dans toutes les langues que je connusse.
Quand preuve fut faite que je ne saurais rien comprendre, et qu'on ne me comprendrait pas mieux, le roi me fit conduire dans un des appartements du palais, ce prince l'emportant sur tous ses prédécesseurs pour sa largesse envers les étrangers, et fit mettre 2 serviteurs à ma disposition. On apporta mon dîner, et 4 des dignitaires que je me rappelais avoir vus autour de la personne du roi me firent l'honneur de le prendre à ma table. Il y eut 2 services de 3 plats chacun. Au premier service, on nous donna de l'épaule de mouton coupée en triangle équilatéral, une pièce de bœuf à l'état de rhomboïde et un boudin cycloïdal. Le second service comportait 2 canards moulés en forme de violon, des saucisses et des boudins ayant l'aspect de flûtes et de hautbois, et une poitrine de veau reproduisant une harpe. Les serveurs nous coupaient du pain en cônes, cylindres, parallélogrammes et autres figures géométriques. Au cours du repas, je pris la liberté de demander comment se disait dans la langue du pays un certain nombre de choses. Et ces nobles personnes, grâce à l'intervention de leurs frappeurs, daignèrent me donner les réponses, escomptant sans doute pouvoir m'éblouir de leur science le jour où j'en viendrais à parler avec elles. Je sus vite réclamer du pain, du vin, et tout ce qu'il me fallait. Après le repas, mes commensaux se retirèrent, mais je vis se présenter un autre personnage, accompagné de son frappeur. Il venait par ordre du roi et apportait une plume, de l'encre, du papier et 3 ou 4 livres, me donnant à comprendre par signe qu'il devait m'enseigner sa langue. Nous passâmes ensemble 4 heures, au cours desquelles j'établis une longue liste de mots avec leur traduction en regard. Je trouvai aussi le moyen d'apprendre quelques phrases courtes, car mon professeur disait à un de mes domestiques d'aller chercher quelque chose, de faire demi-tour, de s'incliner, ou bien de s'asseoir, se tenir debout, marcher, et ainsi de suite. Je prenais alors note de l'expression. Il me montra aussi dans ses livres les figures du soleil, de la lune, des étoiles, du zodiaque, des tropiques et des cercles polaires, et m'apprit la dénomination de nombreuses autres figures de géométrie plane et dans l'espace. Il me nomma et me décrivit tous les instruments de musique, et me dit les termes techniques dont usaient les musiciens. Quand eut pris fin sa leçon, je classai par ordre alphabétique les mots dans les 2 langues. Par cette méthode, et grâce à ma mémoire, qui est fort bonne, je me familiarisai en quelques jours avec le laputien. Le mot que je traduis par île volante ou flottante se dit en cette langue laputa, mot dont je ne distingue pas la vraie étymologie. Lap est un archaïsme et signifie eau en vieux laputien. Untu veut dire gouverneur. La forme laputa viendrait donc, selon eux, de la corruption du groupe Lapuntu. Mais je n'aime pas cette interprétation qui me semble un peu forcée. J'osais donc soumettre à leurs grammairiens une hypothèse personnelle. Laputa me faisait penser à Lap Outed, où Lap signifiait exactement le scintillement des rayons du soleil sur la mer, et Outed, une aile. Mais je ne garantis pas cette étymologie, je la propose simplement à la sagacité du lecteur. Le mauvais état de mes vêtements avait frappé les mentors que le roi m'avait donnés. Ils firent donc venir le tailleur qui prit mes mesures pour un costume. Mais ce spécialiste usait de procédés fort différents de ceux qu'on voit en Europe. Il détermina d'abord ma hauteur avec un quart de cercle, puis à la règle et au compas, il releva les dimensions et la forme géométrique de chaque partie de mon corps. Le tout fut consigné par écrit, et, au bout de 6 jours, il m'apporta des habits complètement manqués et de forme extravagante. Il avait confondu 2 formules en faisant les opérations. Mais je vis que personne ne prenait au tragique de pareils accidents, qui étaient monnaie courante, et ce fut ma consolation. Je dus garder la chambre un certain temps, d'abord par manque d'habits, puis à cause d'une indisposition qui m'y retint plusieurs jours. Mon dictionnaire y gagna beaucoup, de sorte que, quand je parus enfin à la cour, je comprenais assez bien ce que disait le roi, et pouvais lui répondre tant bien que mal. L'île avançait vers le nord-nord-est, l'ordre de Sa Majesté étant de la mettre à la verticale de Lagado, capitale du royaume de terre ferme. Nous en étions alors à 90 lieues, et le trajet nous prit 4 jours et demi. Je n'avais nullement l'impression d'être dans une île en mouvement sur l'air. Le 2e jour, vers 11 heures du matin, le roi fit préparer les instruments de musique. Puis, tous, le roi lui-même, ses officiers, ses dignitaires, ses courtisans, se mirent à jouer sans arrêt pendant 3 heures de suite. J'avais la tête cassée par tout ce bruit, mais je n'aurais pu comprendre ce qui se passait sans les explications de mon mentor. Il me dit que l'oreille des Lapuciens était sensible à la musique des sphères,
qui se faisait régulièrement entendre à une période donnée. Et les gens de la cour savaient accompagner l'orchestre céleste, chacun sur son instrument favori. Au cours de notre voyage vers Lagado, la capitale du royaume, Sa Majesté faisait arrêter l'île au-dessus de certaines villes ou villages pour y recevoir les pétitions de ses sujets. À cet effet, on laissait pendre des ficelles avec un petit plomb à leur bout. Les gens y accrochaient leurs pétitions, et quand elles s'élevaient en l'air, les ficelles faisaient penser à la corde d'un cerf-volant garni de ces petits bouts de papier. On nous livrait parfois du vin et des vivres, que des poulies hissaient là-haut. Ma connaissance des mathématiques m'aida grandement à me familiariser avec leurs idiotismes, qui sont très souvent tirés de cette science ou de la musique. Celle-ci non plus ne m'est pas étrangère. Leurs idées aiment à s'énoncer en lignes et en figures. S'ils veulent par exemple louer la beauté d'une femme ou de tout être vivant, ils la décrivent à l'aide de cercles, de parallélogrammes, d'ellipses et d'autres termes de la géométrie. Ou alors ils font appel au vocabulaire technique de la musique, qui serait ici sans intérêt. Je remarquai dans la cuisine du roi toutes sortes d'accessoires scientifiques et d'instruments de musique, qui servaient de modèle pour le découpage des viandes servies à la table de Sa Majesté. Leurs maisons sont très mal bâties, les murs de travers, sans aucun angle droit dans un appartement. La cause de ce défaut réside dans leur mépris pour la géométrie pratique. Ils rejettent celle-ci comme vulgaire et artisanale, mais ils donnent à leurs maçons des instructions bien trop compliquées pour leur entendement, ce qui est cause de mille erreurs. Et s'ils font preuve d'intelligence sur le papier, s'ils manient bien la règle, le crayon et le compas à pointe, je puis dire que, dans la vie de tous les jours, je n'ai jamais vu des gens si maladroits, gauches et incapables, ni d'esprit plus lent et plus hésitant sur toutes les questions qui ne sont pas de mathématiques ou de musique. Ce sont de mauvais raisonneurs et ils défendent d'habitude leurs idées mordicus, sauf pourtant quand elles se trouvent être justes, ce qui n'arrive pas souvent. Ils sont absolument incapables d'imagination, de fantaisie ou d'invention, et n'ont même pas dans leur langue de mots pour désigner ces réalités. Leur pensée vit dans un monde réduit à deux sciences. Elle ne saurait en sortir. Nombre de savants, surtout quand leur branche est l'astronomie, croient ferme en les vertus de l'astrologie sans oser pourtant le reconnaître en public. Mais ce que j'admirais le plus, et qui, à vrai dire, me semblait inconcevable, c'était leur intérêt passionné pour les problèmes d'actualité et pour la politique. Ils voulaient tout savoir des affaires publiques et trancher les questions administratives, s'acharnant à défendre pied à pied les thèses de leur parti. J'ai d'ailleurs observé la même tendance chez les mathématiciens que j'ai connus en Europe, bien que je n'ai pu voir ce qu'avaient de commun la science du gouvernement et celle des nombres. Ces gens-là se figurent-ils peut-être que, de même qu'un grand cercle ne se divise pas en plus de degrés qu'un petit, de même on peut régenter et administrer toute la Terre sans avoir besoin de plus de qualité que pour manœuvrer et faire tourner une boule? Je retrouve plutôt sous cette manie un vice commun à tous les hommes. Ce qui éveille le plus notre intérêt, ce qui nous passionne, c'est précisément le sujet qui nous convient le plus mal, tant à cause de notre nature que de notre formation. Ces gens sont toujours en proie à l'inquiétude. Leur esprit n'a jamais une minute de paix, mais leur trouble n'est de bien autre sujet que chez le reste des mortels. Leurs appréhensions viennent de ce qu'ils redoutent certains changements dans les corps célestes. Par exemple, que la Terre, dont l'éloignement par rapport au Soleil diminue constamment, ne finisse par être absorbée et avalée. Que la face du Soleil ne soit petit à petit encroûtée par ses propres émanations et cesse de donner sa lumière au monde. Que la Terre, après avoir évité d'extrême justesse une rencontre avec la queue de la dernière comète, qui l'eût infailliblement réduite en cendres, ne soit détruite par la suivante, dont leurs calculs annoncent l'arrivée dans 31 ans d'ici. En effet, si lors de son périhélie, elle s'approche jusqu'à un certain point du Soleil, et d'après leurs calculs, il y a lieu de le craindre, elle atteindra un degré de chaleur 10 000 fois supérieur à celui du fer chauffé au rouge, et s'éloignant du Soleil, elle aura derrière elle une queue incandescente dont la longueur en miles serait de 10 fois 100 000 plus 14, de sorte que si la Terre passait à une distance de 100 000 miles du nucléus, ou corps principal de la comète, elle s'enflammerait au passage et serait réduite en cendres. Que le Soleil, qui gaspille tous les jours la chaleur de ses rayons, sans en recevoir une autre pour la compenser, ne doive à la fin se consumer et se réduire à néant, ce qui signifierait la destruction de cette Terre et de toutes les planètes qui reçoivent la lumière de lui.
Ces appréhensions, et d'autres craintes du même genre, les font vivre dans un tel état d'alarme perpétuel qu'ils ne sauraient ni reposer tranquillement dans leur lit, ni prendre goût aux plaisirs ou amusements ordinaires de la vie. Quand deux amis se rencontrent au matin dans la rue, leur première question est sur la santé du soleil. Quelle mine avait-il à son lever et à son coucher? Et ce choc avec la comète, reste-t-il une chance encore de l'éviter? Ils se délectent autant à tenir ces conversations que les enfants à écouter des histoires de revenants et de gnomes. Car les enfants adorent qu'on les leur conte, mais ils ont peur ensuite d'aller se mettre au lit. Les femmes de l'île sont débordantes de vitalité. Elles méprisent leurs maris et raffolent des étrangers. Ceux-ci sont d'ailleurs très nombreux à la cour, où ils se rendent depuis le continent, soit pour affaires municipales et corporatives, soit pour des motifs privés. On les y regarde de très haut pour leur insuffisance intellectuelle, mais c'est parmi eux que ces dames choisissent leurs galants. Ce qui est regrettable, c'est la dérisoire facilité de ces intrigues, car le mari est toujours si absorbé dans ses spéculations qu'il laisse les deux amants se caresser à sa barbe, pourvu qu'on les fournit d'un papier et d'une trousse à dessin, et qu'on ait éloigné son frappeur. Toutes les femmes de l'île, mariées ou non, se plaignent d'y être confinées. L'endroit me semble pourtant le plus délicieux du monde. Elles y vivent dans le luxe le plus extraordinaire et peuvent s'y conduire absolument à leur guise. Mais elles rêvent de visiter le monde et de goûter les plaisirs de la capitale. Or, cette faveur ne s'obtient que très rarement et demande un placet spécial du roi. Les gens de qualité savent en effet par expérience combien il leur est difficile de faire revenir leurs femmes une fois qu'elles sont descendues à terre. On m'a conté le cas d'une grande dame de la cour, mère de plusieurs enfants et femme du Premier ministre, lequel est le plus riche seigneur du royaume, a un caractère charmant, l'aime à la folie et vit dans le plus beau palais de l'île. Elle descendit un jour à Lagado, sous le prétexte de sa santé, et resta plusieurs mois cachée là-bas jusqu'à ce que le roi l'envoya chercher par des gens de justice. On la trouva au fond d'une gargote et vêtue de haillons, car elle avait mis ses robes en gage pour faire vivre un laquais, un nid de vieillard qui la battait tous les jours, mais des mains de qui on ne put l'arracher qu'à grand-peine. Et bien que son mari l'eût accueillie avec une tendresse extrême, et sans lui faire le moindre reproche, peu de temps après, elle parvenait à fuir encore avec tous ses bijoux. Elle rejoignit le même amant, et disparut sans laisser de traces. L'impression du lecteur sera peut-être que cette histoire a dû se passer en Europe ou en Angleterre, plutôt qu'en un pays si lointain, mais qu'il considère de grâce que les caprices du sexe féminin ne sont limités ni par le climat ni par la race, et qu'ils sont beaucoup plus universels qu'on ne le croit généralement. Au bout d'un mois à peu près, j'avais fait assez de progrès en leur langue pour répondre à presque toutes les questions que me posait le roi, quand j'avais l'honneur de le voir. Sa Majesté ne montrait pas la moindre curiosité pour les lois, les institutions, l'histoire, la religion et les mœurs des pays que je connaissais. Elle se bornait à m'interroger sur l'état des mathématiques et accueillait les renseignements que je lui donnais avec beaucoup de dédain et d'indifférence, bien que ces deux frappeurs ne se fissent pas faute de lui réveiller l'esprit. Et c'est la fin du chapitre 2 de la troisième partie. Du coup là, on vient de lire, dans la troisième partie, on vient de lire le chapitre 1 qui nous disait, en résumé, l'auteur entreprend un troisième voyage et il tombe aux mains des pirates. Scélératesse d'un Hollandais, l'auteur arrive dans une île, on le reçoit dans la puta. Et le chapitre 2, caractère et idées des Lapuciens, bilan de leur science, le roi et sa cour, réception faite à l'auteur, craintes et préoccupations des habitants, portrait des Lapuciennes. Nous nous marquons une courte pause, les amis. Et coucou Algo, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Je suis assez circonspect par la lecture qu'on vient de faire. Je sais pas trop ce que j'en pense. D'un côté, ça m'a beaucoup plu, je dois avouer. Parce qu'il y a un côté très fantasque pour le coup. Beaucoup plus fantasque que sur les deux premiers voyages, je trouve. Dans la disposition des corps des individus, enfin voilà, de la population de la puta. Autant les Lilliputiens et les... comment c'était déjà?
Brobdingnag, je sais plus, enfin bref. Les deux voyages en pays précédents, on avait la population qui était soit en gros minuscule, soit gigantesque. Là, on est sur une caractérisation très différente, avec la tête penchée dans un sens ou dans l'autre, un œil qui regarde toujours le soleil et un œil qui regarde toujours en dedans, si je dis bien pas de bêtises. Euh, et puis, euh, et puis même la caractérisation du peuple est beaucoup plus fantasque, beaucoup plus étrange. Euh, Ce truc de, ils sont tellement distraits et tellement accaparés par quelques sujets très précis que du coup ils oublient constamment, ils sont distraits. Ils sont distraits, ils oublient constamment ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de dire, ce qui se passe. Et ils doivent se faire taper dessus. Il y a un mec qui a un rôle exprès de leur taper dessus sur l'oreille ou sur la bouche pour dire que c'était eux qui étaient en train de parler ou que c'est eux qui sont censés écouter. Enfin, il y a tout un truc beaucoup plus fantasque, je trouve, que sur les deux premiers voyages. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça dépaysant, je trouve ça rafraîchissant. Euh, mais à la fois, j'ai beaucoup de mal à comprendre où ça veut en venir, entre guillemets. Euh, on sent qu'il y a quand même un propos sous-jacent, que c'est pas juste regardez, je décris un peuple avec des coutumes étranges et un physique hors norme euh, pour juste le plaisir. On sent qu'il y a un truc sous-jacent, mais j'ai un peu du mal à comprendre quoi exactement. Euh, Il y a certainement une critique, j'imagine, des mathématiciens et des gens qui ne jugent que par la science, de ce que j'ai commencé à apercevoir, j'ai l'impression. Euh, mais ouais, c'est vrai que c'est très étonnant. Très étonnant. Euh, Après, moi, ça m'a fait penser à plusieurs choses aussi. Alors, je ne sais pas, du coup, plus tôt, on m'avait dit, dans un live précédent, qu'il y avait un autre voyage de Gulliver qui était très connu parce qu'il avait inspiré un manga. Et du coup, je me dis, est-ce que je suis biaisé par l'information et que je vois des choses qui ne doivent pas exister? Mais du coup, je me demande si c'était pas l'île de Skypea, donc l'île volante, l'île flottante, dans l'univers de One Piece. En vrai, il y a quelques petits points qui font vraiment penser et où on se dit ouais, c'est peut-être une inspiration. Mais d'un autre côté, c'est quand même très très différent. Donc c'est peut-être une inspiration qui a été très très librement adaptée, on va dire. Euh, mais il me semble que j'avais déjà lu que Eiichiro Oda s'était inspiré des voyages de Gulliver pour certains trucs. Donc c'est peut-être quand même ça. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. De toute façon, c'était déjà avec les Lilliputiens, c'était déjà ce qu'on avait vu, hein. La scène où les Lilliputiens arrêtent Gulliver, c'est clairement la scène où les Tontata arrêtent Nico Robin dans One Piece. Bref. Donc il y a peut-être de ça, il y a peut-être quand même de ça. Une inspiration plus ou moins lointaine. Mais c'est vrai que c'est très bizarre tout ça, enfin bon bref. Et sinon, ce à quoi ça m'a fait penser, alors je me dis, est-ce qu'ils ont eu des récits de ce genre peut-être à l'époque, et du coup c'était quelque chose de très exotique pour eux, et du coup c'est des choses euh, qu'ils voulaient explorer dans leurs écrits. D'autant que je rappelle que lors de la dernière lecture, à un moment, l'auteur Jonathan Swift disait que c'était vraiment la mode des voyages, donc la mode d'écrire le récit de ses voyages et d'exagérer même à tel point que ce soit pas crédible et que en fait ce soit clairement inventé juste pour être le plus euh, original possible presque. Euh, donc compte tenu de tout ça, je me dis est-ce que aussi ils avaient beaucoup connaissance à l'époque et une certaine fascination du coup pour l'exotisme et une certaine fascination pour peut-être des peuples dits primitifs avec des guillemets. Parce que là, perso, moi, ça me fait clairement penser,
cette fascination pour les mathématiques et pour, l'astrologie/astronomie, et du coup, la mort des astres, la peur de la disparition des astres, de la fin d'un monde et ainsi de suite, ça m'a juste fait penser à la fin du monde des Mayas, des Aztèques et cetera. Mmh et je pense, je suis pas sûr à 100, mais je pense qu'il y a toujours eu, une espèce de fascination, pour ces peuples-là. Une espèce de fascination une espèce de fascination, on va dire mal, avisée dans le sens où je pense qu'elle était pas mal aussi jonchée, d'un espèce de mépris. C'est-à-dire, il y avait un peu le truc de: «Ah regardez-les, ils sont rigolos». Enfin, peut-être pas forcément aussi frontalement, mais comment dire? Peut-être quelque chose de l'ordre de: «Ah ah, regardez, ils sont rigolos, ils croient à ça». Un truc un peu comme ça, quoi. Donc un truc assez, moqueur et voilà. Mais je pense quand même qu'il y a une certaine fascination, pour ces peuples-là et leurs croyances et leurs coutumes et cetera. Donc est-ce que ça reflète aussi ça peut-être, ce chapitre, ce voyage à Laputa? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça change vraiment, je trouve, de ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est intéressant. En même temps, ça reste dans la même lignée, c'est-à-dire que constamment, il part en voyage de manière plutôt conventionnelle, on va dire, puis il se passe quelque chose qui va le mettre à part du groupe, et une fois qu'il est à part du groupe, il se retrouve à être, en présence de populations nouvelles, de situations, what the fuck, d'essayer d'apprendre à connaître cette population. Il y a toujours un peu la même chose, la description du physique de cette population, la description, de la structure gouvernementale, un petit peu de la population, hem, une, description, des habillements, des vêtements. Donc voilà, il y a un peu tout ça qui revient tout le temps, mais quand même ça retrouve une certaine originalité, je trouve, ici. Heu, c'est ouais, un peu plus fantasque et c'est intéressant. Et puis j'ai bien aimé aussi, alors bon, on passe on passe, sur, quasiment la dernière page que j'ai lue où, il y a un Roland un petit peu sexiste, bon bref, voilà quoi. Quelques phrases sur, le comportement des femmes, les caprices du sexe féminin comme il dit. Bon, voilà, qui sont un peu pas terribles quoi. Mais sinon il y avait un truc qui m'avait bien intéressé, c'était oui voilà, hem, quand il se questionne sur pourquoi les mathématiciens s'intéressent aussi à la politique et qu'il finit en résumant en fait, en élargissant la question, en disant: «Je retrouve plutôt sous cette manie un vice commun à tous les hommes. Ce qui éveille le plus notre intérêt, ce qui nous passionne, c'est précisément le sujet qui nous convient le plus mal, tant à cause de notre nature que de notre formation». Je trouve cette réflexion ultra intéressante. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Là, comme ça, c'est dur de but en blanc de dire, oui, ce qu'il dit est vrai, oui, ce qu'il dit est faux. Je pense que de toute façon, il y a toujours, c'est très difficile de faire des cas généraux. Il y a toujours un peu de il y a toujours un peu de cas par cas et ainsi de suite. Mais en tout cas, je trouve la comment? La la réflexion vachement intéressante. La réflexion de dire: «Le truc qui, quelque part, le truc qui fucked up le plus tout être humain, c'est que de toute façon, ce qui le passionne, ce qui le fascine, ce qui l'attire le plus, c'est spécifiquement ce dans quoi il est mauvais». Je trouve ça vachement intéressant comme réflexion et je me demande dans quelle mesure il y a de la vérité là-dedans. Ça me fait un peu penser, par exemple, au truc de, ce qui nous énerve chez les autres, ça serait peut-être, quelque chose qu'on n'a pas réglé en soi, des trucs comme ça. Ça me fait un peu penser à ce genre
de manière de penser. Je trouve ça assez intéressant. Bon, encore une fois, je pense pas qu'on puisse résumer l'ensemble des cas à juste cette petite phrase, mais c'est une phrase qui fait un peu réfléchir, c'est pas mal. Ouais, la description des femmes, c'est hallucinant, ouais. C'est pas terrible. Hem, bien, je pense que je vais continuer et terminer avec le dernier chapitre du jour. Je vous souhaite une bonne écoute, que vous me regardiez sur Twitch en live ou en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour la fin du live. Chapitre 3. Je demandai à ce prince la permission de visiter les curiosités de l'île. Il eut la bonté de me l'accorder et me fit accompagner par mon mentor. Ce qui m'intéressait le plus, c'était d'apprendre par quel phénomène naturel ou grâce à quelle technique humaine cette masse se déplaçait ainsi. Je vais maintenant renseigner le lecteur. L'île volante ou flottante a la forme d'un cercle parfait. Son diamètre est de 7837 yards, c'est-à-dire environ 4 miles et demi. Sa superficie est donc de 10 000 acres. Elle a 300 yards d'épaisseur. Le fond ou surface inférieure, qui est celle que l'on voit d'en bas, est une vaste plaque de diamants polis épaisse de 200 yards. Au-dessus se succèdent des couches de minéraux dans leur ordre accoutumé, et le tout est recouvert d'un lit de riche terre labourable profond de 10 ou 12 yards. La surface est de profil incliné, et la pente va des bords au centre, de sorte que l'eau qu'elle reçoit sous forme de pluie ou de rosée est conduite par des rigoles vers ce centre, où elle se déverse dans deux vastes bassins, ayant chacun un demi-mile de circonférence et situés à 200 yards du point central. C'est l'évaporation quotidienne de l'eau à la chaleur du soleil qui empêche ces bassins de déborder. D'ailleurs, comme il est au pouvoir du monarque de faire monter l'île au-dessus de la zone des nuages et de la brume, il lui est facile d'empêcher à son gré la chute de rosée ou de pluie. Car les plus hauts nuages ne dépassent jamais, selon tous les naturalistes, l'altitude de 2 miles. Il en est du moins ainsi dans ce pays. Au centre de l'île, il y a un puits de 40 yards environ de diamètre, qui permet aux astronomes de descendre dans une vaste excavation, appelée en leur honneur Flandona Gagnol, ou grotte des astronomes. Celle-ci se trouve dans la couche de diamants, à 100 yards de son sommet. 20 lampes y brillent en permanence et le diamant renforce et multiplie leur éclat. La salle contient 1000 sortes de sextants, quarts de cercle, télescopes, astrolabes et autres instruments d'astronomie. Mais la chose la plus admirable à voir, celle sur qui repose tout le destin de l'île, c'est une pierre magnétique d'une grosseur prodigieuse taillée en forme de navette de tisserand. Elle a au moins 6 yards de long et plus de 3 yards de large en son centre. Cet aimant est porté par un axe très robuste en diamant qui le traverse de part en part en son milieu, lui permettant de tourner sur lui-même et qui est si finement ajusté que la plus faible main peut mettre l'appareil en branle. Il est entouré d'une sorte de couronne cylindrique en diamant, d'une section de 4 pieds sur 4 et d'un diamètre de 12 yards. Celle-ci est placée horizontalement sur des supports en diamant eux aussi, qui ont 6 yards de hauteur. En plein centre de la couronne, sur sa face inférieure, il y a 2 logettes, profondes de 12 pouces, où reposent les extrémités de l'axe et où se fait le mouvement de rotation quand besoin est. La pierre d'aimant ne peut être transportée ailleurs, car la couronne et ses supports sont taillés d'un seul bloc qui fait corps lui-même avec la masse de diamants constituant le fond de l'île. C'est grâce à la force magnétique de la pierre que l'île est capable de monter ou de descendre et de se déplacer d'un point à un autre. Par rapport à la surface de la Terre, où le monarque a ses domaines, la pierre est douée d'un côté d'une force d'attraction, de l'autre d'une force de répulsion. Si l'on met la navette verticale avec son pôle attractif orienté vers la Terre, l'île descend. Elle monte au contraire tout droit quand c'est le pôle répulsif qui est pointé vers le sol. Quand la pierre est dans une position oblique, le mouvement de l'île est oblique également, car les forces de cet aimant s'exercent toujours dans une direction parallèle à lui-même. C'est en suivant ces mouvements obliques qu'on peut diriger l'île vers les différentes régions du royaume.
Pour donner une idée de la manœuvre, soit une ligne idéale AB divisant en deux parties égales l'état de Balnibarbi, soit une ligne représentant l'aimant, D étant le pôle répulsif et C le pôle attractif, l'île se trouvant en C. Mettons l'aimant dans la position CD, le pôle répulsif venant se placer vers le bas. L'île va se déplacer obliquement en direction de D. Une fois atteint le point D, faisons pivoter l'aimant sur son axe jusqu'à pointer le pôle attractif en direction à présent de E. L'île va donc se déplacer obliquement vers E. En E, si l'on donne à la pierre par une nouvelle rotation sur son axe la position EF, le pôle répulsif étant en bas, l'île se dirigera vers le point F, d'où la manœuvre du pôle attractif pointé cette fois vers G permettra de mener l'île en G. Puis de G on ira en H, grâce à une nouvelle inversion des pôles de la pierre, le répulsif pointé vers le sol. Ainsi donc, par de judicieuses et fréquentes manœuvres de la pierre magnétique, on utilise alternativement le pouvoir qu'a l'île de monter et de descendre en oblique. Et c'est le jeu des montées et des descentes, l'obliquité n'étant jamais très considérable, qui permet les déplacements en ligne d'un point de l'Empire à l'autre. Mais il faut noter que l'île ne peut se mouvoir en dehors d'une aire réduite à ce même empire de terre ferme, ni ne peut s'élever à une hauteur de plus de 4 miles. Les astronomes, qui ont consacré à l'aimant d'innombrables traités, donnent à ces phénomènes les raisons suivantes. D'abord, la force magnétique ne se fait pas sentir à plus de 4 miles de distance. Ensuite, le minéral qui agit sur l'aimant depuis les entrailles de la Terre et en mer dans une zone de 6 lieues, au plus tout autour des côtes, n'est pas réparti dans tout le globe, mais se rencontre uniquement dans les terres du roi. Et un prince peut sans mal, grâce aux avantages qu'il tire d'une situation dominante, soumettre à son autorité tout pays sensible à la force d'attraction de l'aimant. Quand la pierre est placée parallèlement au plan horizontal, l'île reste immobile, car dans ce cas, les deux pôles, se trouvant équidistants de la Terre, agissent avec une force égale, l'un tirant vers le bas, l'autre poussant vers le haut, ce qui rend tout mouvement impossible. L'aimant est confié à une équipe d'astronomes, qui de temps en temps lui font prendre la position qu'a fixée le monarque, mais qui passent la plus grande partie de leur vie à observer les corps célestes. Leurs instruments de travail sont d'excellentes lentilles, très supérieures aux nôtres, car si leur plus grand télescope ne dépasse pas 3 pieds de long, ils grossissent plus que nos énormes appareils de 100 pieds et ont une bien meilleure transparence. Ces avantages leur ont permis d'étendre le champ de leur découverte bien plus loin que les astronomes européens. Ils ont un catalogue de 10 000 étoiles fixes, tandis que les plus complets des nôtres n'en énumèrent même pas le tiers. Quant aux astres mobiles, ils en ont découvert 2, une paire de petits satellites qui tournent autour de Mars. Celui des deux qui a l'orbite la plus courte est distant d'exactement 3 diamètres du centre de la planète principale, l'autre de 5 diamètres. Le premier met 10 heures à parcourir son orbite entière, le second 21 heures et demie, de sorte que le carré de leur temps de révolution est à peu de choses près proportionnel au cube de leur distance au centre de Mars, et qu'on peut les dire gouvernés par la même loi de la gravitation qui régit les autres corps célestes. Les astronomes lapuciens ont observé 93 comètes différentes et ont établi leur périodicité avec une grande exactitude. S'il en était vraiment ainsi, et ils l'affirment avec assurance, il est à souhaiter que leurs observations soient rendues publiques. Car la théorie des comètes, jusqu'ici incomplète et mal établie, y gagnerait autant de solidité que les autres branches de l'astronomie. Le roi serait le monarque le plus absolu de l'univers s'il arrivait à former un ministère absolutiste. Mais les ministres, qui ont des terres sur le continent et savent d'autre part que la carrière de favori est toujours pleine d'aléas, ne consentiront jamais à réduire le pays en esclavage. Si une ville entre en rébellion ou se mutine, si elle est le lieu de graves désordres ou refuse de payer l'impôt, le roi dispose de 2 moyens pour la réduire à l'obéissance. Le premier, qui est le plus doux, consiste à laisser l'île planer comme un Milan au-dessus de la ville et de sa banlieue. Il peut ainsi la priver de soleil et de pluie et condamner les habitants à la misère et à la maladie. Il peut même, pour des fautes plus graves, accabler ceux-ci de grosses pierres dont ils ne peuvent se défendre qu'en fuyant dans les caves ou les grottes, mais laissant mettre en pièces les toits de leurs maisons. Si la révolte fait long feu, ou si l'insurrection générale menace, le roi emploie alors le dernier remède. Il laisse tomber verticalement l'île sur la tête des récalcitrants, et plus rien ne reste ni des hommes ni des maisons.
Mais le prince ne prend pas de gaieté de cœur cette décision extrême. Il l'évite même autant qu'il peut, et les ministres n'osent pas le pousser à une action qui, d'une part, les rendrait eux-mêmes odieux au peuple, et d'autre part, anéantirait leurs propriétés, qui sont toutes sur le continent, car l'île est du domaine privé de la couronne. Au reste, si les rois de ce pays ont toujours répugné à faire un geste si effrayant, sauf en cas d'absolue nécessité, c'est qu'il y a une autre raison, et une raison de taille. En effet, si la ville vouée à la destruction renferme des roches élevées, comme c'est généralement le cas pour les cités importantes, qui se sont bâties dans des sites propres à les protéger de semblables catastrophes, ou si elle compte de nombreux clochers ou colonnes de pierre, une chute soudaine pourrait endommager le fond ou surface inférieure de l'île. Celui-ci consiste pourtant, je l'ai dit, en un bloc de diamant de 200 yards d'épaisseur, mais un choc brusque risquerait peut-être de le fendre et la chaleur des foyers de le faire éclater s'il s'en approchait de trop près. Chose qui arrive souvent à nos fonds de cheminée, qu'ils soient de pierre ou de métal. Ce sont là des données dont le peuple est tout à fait conscient, et il sait très bien jusqu'à quelle limite il peut pousser la résistance quand il lutte pour sa liberté ou pour ses biens. Et lorsque le roi, exaspéré et résolu en fin de compte à anéantir une cité sous le poids de l'île, donne l'ordre de faire descendre celle-ci délicatement, il prétend agir ainsi par tendresse envers son peuple. En vérité, il a peur de briser le fond de diamant, car tous ces philosophes lui ont dit qu'en ce cas, l'aimant ne suffirait plus à maintenir l'île en l'air, et que la masse entière s'écroulerait sur le sol. Environ 3 ans avant mon arrivée, à l'occasion d'un voyage officiel du roi au-dessus de ses États, il se produisit un événement extraordinaire qui aurait pu marquer la fin de cette monarchie, au moins dans ses institutions actuelles. La première ville à recevoir la visite royale fut Lindalino, la deuxième du royaume en importance. 3 jours après le départ du roi, les habitants, qui s'étaient souvent plaints de grandes excavations, fermèrent les portes de la ville, mirent la main sur le gouverneur et, au prix d'un travail incroyablement rapide, élevèrent 4 grandes tours, une à chaque angle du carré que dessine l'enceinte de la cité, aussi haute qu'une grande roche pointue occupant le centre même de la ville. Au sommet de chaque tour, aussi bien que sur la roche, ils fixèrent une grosse pierre magnétique, et pour le cas où leur plan échouerait, ils avaient accumulé une grande quantité de matières inflammables dans l'espoir de faire éclater le fond du diamant de l'île si leurs aimants n'avaient servi à rien. 8 mois s'écoulèrent avant qu'on pût confirmer au roi la nouvelle de cette révolte des Lindaliniens. Il ordonna alors de diriger l'île sur la cité. Les rebelles restaient unanimes. Ils avaient amassé des vivres et bénéficiaient de la belle rivière qui traverse la ville en son milieu. Le roi se maintint plusieurs jours au-dessus d'eux pour les priver de soleil et de pluie. Il fit pendre de nombreuses ficelles, mais personne ne s'avisa d'y accrocher la moindre pétition. Au contraire, on y mettait des réclamations insolentes. On exigeait la réparation des dommages, de grandes immunités, la libre élection des gouverneurs et autres énormités du même genre. Sur quoi, Sa Majesté donna l'ordre aux habitants de l'île de jeter de grosses pierres sur la ville depuis les galeries inférieures. Mais les bourgeois révoltés s'étaient prémunis contre ce danger en s'installant avec leurs biens dans les 4 tours ou d'autres solides bâtisses, ainsi que dans des caves voûtées. Le roi résolut d'en finir avec ces outrecuidants et donna l'ordre de faire descendre l'île tout doucement jusqu'à une 40aine de yards du sommet des tours et de la roche. L'ordre fut exécuté, mais les fonctionnaires responsables constatèrent que la descente était bien plus rapide qu'à l'ordinaire. Quand ils voulurent l'arrêter, en manœuvrant l'aimant, ils n'y parvinrent qu'à grand-peine. L'île avait tendance à tomber. Ils rendirent immédiatement compte au roi de cet événement stupéfiant et supplièrent Sa Majesté de laisser remonter l'île. Le roi acquiesça, et le Grand Conseil tint une séance où l'on convoqua les fonctionnaires de l'aimant. L'un d'eux, qui comptait parmi les plus vieux et les plus compétents, obtint la permission de tenter une expérience. Il prit une grosse corde, longue d'une centaine de yards, puis comme l'île avait été amenée au-dessus de la ville, mais en dehors de la zone où s'était fait sentir l'attraction, il fixa le bout de cette corde à un morceau d'aimant contenant un mélange à base de ce minerai de fer qui constitue le fond ou couche inférieure de l'île, et le fit descendre lentement vers le sommet des tours. À peine l'aimant se trouva-t-il 4 yards de plus bas que le fonctionnaire le sentit attiré avec une telle force qu'il eut toutes les peines du monde à le faire remonter. Il jeta ensuite plusieurs morceaux d'aimant et observa qu'ils étaient violemment attirés vers le sommet de la tour. La même expérience fut faite au-dessus des 3 autres tours, puis de la roche, avec le même résultat.
Cet incident ruina les plans d'action du roi et l'obligea, jointe à d'autres circonstances sur lesquelles je ne m'attarderai pas, à se plier aux exigences de la ville. Un membre important du ministère m'assura que, si l'île était descendue tellement bas qu'elle n'eût plus été capable de décoller de dessus de la ville, les bourgeois révoltés étaient déterminés à l'y maintenir pour toujours, à massacrer le roi et tous les agents royaux, changeant complètement de régime politique. Une des lois fondamentales du royaume défend au roi et à ses 2 fils aînés de sortir de l'île, de même à la reine, tant qu'elle est en âge d'avoir des enfants. Et c'est la fin du chapitre 3. Ça sera donc la fin de la lecture pour aujourd'hui. Je pensais pas que je lirais aussi vite. Là, on est à 1 heure de live. J'ai l'impression d'avoir lu vite aujourd'hui. Peut-être que mon débit était un peu trop rapide. J'espère que ça n'a pas amputé sur la compréhension du texte. En tout cas, on vient de lire le chapitre 3, dont le résumé était le suivant. Explication de certains phénomènes grâce à la philosophie et à l'astronomie moderne, compétences des Lapuciens en cette dernière science, et les méthodes de répression qu'emploie le roi. Et du coup, petit spoiler, mais bon, vous avez pas besoin de vous fermer les oreilles, je pense. Simplement pour vous dire que si j'ai décidé d'arrêter là aujourd'hui, c'est que le début du résumé du chapitre 4 est le suivant. L'auteur quitte Laputa. On le conduit à Balnibarbi. Donc du coup, voilà, a priori, on va changer de voyage en quelque sorte. Ça sera malgré tout la fin de la lecture pour aujourd'hui. Nous passons à l'outro du live, les amis. Ok. Ce chapitre, c'était un peu plus compliqué, je trouve, de comprendre ce qui était en train de se dire. Ça se perdait quand même en conjecture et voilà, c'était pas évident à suivre parce que là, on nous donne des choses très précises et entre guillemets scientifiques. Donc c'est pas toujours évident de se représenter exactement ce qui est en train de se dire, je trouve. Ceci dit, ça m'a fait penser à plein de choses et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance, on va dire, qui se dégage de ça. Pourquoi? Moi, je trouve que Jonathan Swift avec les voyages de Gulliver, et ça se voit beaucoup sur ce 3e voyage, sur cette 3e partie, je trouve qu'on sent aussi qu'il s'est amusé. On sent qu'il a exploré des thèmes qui l'intéressent. Par exemple, je sais pas moi, euh, le magnétisme. Voilà, il parle d'aimant, etc. Donc peut-être il s'est... En fait, c'est ça, il s'est fasciné. On sent, je trouve, qu'il est passionné, fasciné par les sujets dont il parle. Il s'est fasciné pour quelque chose, il a trouvé quelque chose d'intéressant. Ce que beaucoup d'auteurs font. Par exemple, Jules Verne est très connu pour avoir fait ça. Mais c'est un peu ce truc de... Soit quelque chose est en vogue au moment où ils écrivent, soit quelque chose vient d'être observé, vient d'être compris en science, etc., etc. On a fait des découvertes. C'est aussi le cas d'ailleurs de Edgar Allan Poe, il a beaucoup fait ça aussi, enfin bon, bref. Et du coup, nourri de cette passion, de cette fascination pour de nouveaux sujets, pour des sujets peut-être scientifiques, mais peut-être aussi parfois plus ésotériques, etc. Eh ben, on va essayer de poursuivre la chose, on va essayer de pousser la chose, euh, comment dire, de se baser là-dessus, un peu pour se dire, et si? Pour se dire, ok, partons de ça, et si la base d'un autre monde c'était ça, qu'est-ce que ça donnerait? Je trouve qu'il y a souvent ça. Et si on poussait le principe à son maximum, qu'est-ce que ça donnerait? Et ainsi de suite. Et moi, c'est une démarche que je trouve trop intéressante pour le coup. Parce que déjà, elle fait étudier. Et ça, je trouve ça trop cool. Moi, je trouve que c'est un peu la démarche que j'ai quand j'écris un jeu de rôle. Quand j'écris un jeu de rôle, avant d'écrire ou en écrivant, je fais plein de recherches en fait. Je fais plein de recherches et j'apprends des choses sur plein de domaines parce que j'essaie de trouver quelque chose un peu, je vais dire réaliste avec des guillemets. C'est-à-dire que je cherche surtout à créer un univers cohérent en quelque sorte. Et,
Et pour amener quelque chose de cohérent, je trouve qu'il faut amener des choses fascinantes, choquantes, étonnantes, mais en même temps qui soient agencées de telle manière que, ah bah oui, ça crée quelque chose de legit. Enfin bon, bref, c'est je trouve que c'est vraiment la démarche quelque part quand on fait du jeu de rôle. Je trouve que c'est aussi la démarche de beaucoup d'auteurs en fait, qui créent des cosmogonies, qui créent des cosmologies aussi d'ailleurs, mais juste donc cosmogonie, si je dis pas de bêtises, c'est, hem, voilà, théorie expliquant la formation de l'univers, de certains objets célestes et cetera. Donc voilà, cosmogonie, c'est vraiment un récit qui explique la formation du monde, de l'univers, et cetera. Hem et je trouve que c'est toujours des exercices ultra ludiques, en fait, de faire ça. Ultra ludiques et très, très rapidement hyper, émerveillant. En fait, ça a un pouvoir de voilà, ça a un pouvoir d'émerveillement, fort, je trouve, parce que juste c'est des sujets tellement mindfuck, en fait. C'est des sujets tellement universels, mais en même temps, vertigineux et incompréhensibles, et même beaux aussi, j'ai envie de dire. Enfin voilà, il y a trop de choses intéressantes là-dedans. Donc j'aime beaucoup cette manière de faire, et je pense que vraiment c'est un truc que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens font quand ils créent des univers. Et j'ai envie de dire particulièrement quand il crée des univers fantastiques ou fantasy. C'est ce qu'on voit, je sais pas moi, je pense directement par exemple à Terry Pratchett et les Annales du Disque Monde. Il est parti d'un principe très farfelu et il a poussé le truc très très loin et c'est très très drôle. Heu, Dans les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, je rappelle quand même que la lumière, c'est quoi le délire? Je crois que c'est la lumière, elle se diffuse ultra lentement et du coup, il compare la lumière à une sorte de miel qui viendrait se déverser très lentement sur le monde. Enfin, c'est c'est très, très bizarre et en même temps, c'est trop intéressant d'avoir ces images-là, ces visions-là. C'est dépaysant, c'est rafraîchissant, ça permet de réfléchir à plein de trucs. Hem, Sinon, il y avait un autre gars, dont j'ai lu un livre, dont je voudrais vous parler, parce que ça m'a fait penser un peu à ça aussi, le côté cosmogonie et le côté mathématique. Ah voilà, ça m'a fait penser à Flatland. Flatland ou le plat pays, hem, qui a été écrit par Edwin Abbott Abbott et ce livre, pareil, est trop intéressant parce que en gros, tous les habitants comment expliquer ça? En gros, le monde est plat et du coup, tous les habitants sont en 2D et sont des figures géométriques. Et du coup, comme ils sont en 2D, comment ils font pour se reconnaître? Parce que si t'as un triangle qui vient vers toi, ouais, voilà, c'était ça le truc. Si t'as un triangle qui va vers toi en 2D, comment tu fais pour savoir que c'est un triangle? Pour pouvoir comprendre que c'est un triangle, du coup, il y avait ce délire de euh, selon la lumière, etc., tu vois un trait plus ou moins grand. Et du coup, en fait, le trait plus ou moins grand, c'est le triangle enfin, c'est la forme du triangle qui part de sa pointe, qui va jusqu'aux autres côtés. Enfin, oui, jusqu'aux autres sommets plutôt. Enfin, plein de trucs comme ça. Et c'était perché, c'était étrange, mais c'était tellement intéressant cette lecture aussi. Très ludique, encore une fois. Et vraiment ce truc de, ok, changeons un paramètre, changeons un détail du monde et allons à fond là-dessus en se disant ok, maintenant tout a été constitué à partir de ça, qu'est-ce que ça donnerait? C'est trop intéressant. Le truc du point E et de l'axe de rotation et tout, je me suis cru dans un énoncé de contrôle de maths, c'était précis et en même temps pas assez pour moi. Clairement, Nordum, c'est clairement l'impression que ça donnait. Et Nordum qui nous donne une information du coup. Jules Verne, je crois qu'il y a aussi son éditeur qui lui conseillait d'insister là-dessus, sur les technologies, etc. Mais quand il décrit tous les taxons animaux, bon, tu sens que c'est sûrement de la passion perso. Ah, je savais pas que son éditeur avait.
potentiellement, conseiller qu'il insiste sur, les découvertes technologiques et tout. Intéressant. Si je ne dis pas de bêtises, ce qu'on m'avait déjà dit de Jules Verne et de son éditeur, lors d'une précédente lecture, c'était que son éditeur avait beaucoup édulcoré. Qu'en gros, Jules Verne, il aurait bien voulu parfois que ses œuvres, elles aillent un peu plus dans un côté sombre, dans un côté dark, et que son éditeur était vraiment à le censurer et à dire, «Non, non, faut que ce soit grand public, faut que ce soit accessible, presque aux enfants» entre guillemets, quoi. Et que Jules Verne, du coup, a été un peu contrarié peut-être dans son ambition littéraire, de aussi écrire des choses un peu plus profondes, on va dire. Donc c'est fou, comme apparemment, la relation Jules Verne et son éditeur, a fait couler beaucoup d'encre. Enfin voilà, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié le live du jour. N'hésitez pas à me laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo sur la rediffusion YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur mes différents réseaux, que ce soit Twitter, Discord ou Facebook. Et, et ma foi, comme je le disais, je vais essayer maintenant de passer doucement à 2 lives par semaine. A priori, ça sera surtout 2 lives de lecture, mais je m'interdis pas de faire autre chose si j'ai envie d'autre chose. Hem, donc voilà, potentiellement, dans la semaine qui arrive, attendez-vous à des lives, au moins un. En fait, c'est ça, c'est un peu ça plutôt. Là, dans ma tête, je pars plutôt à me dire: «Faut au moins que je fasse un live par semaine». Si j'arrive à en caser 2, c'est cool. C'est un peu comme ça que je le vois. Et donc on continuera cette troisième partie en quittant la Puta et en allant vers Balnibarbi. Balnibarbi, dont on a déjà entendu le nom cité dans l'un des chapitres que j'ai lus, donc qui a priori fait partie du même royaume quand même, que l'île flottante. J'ai hâte de voir comment ça va s'articuler tout ça. Et ma foi, je pense que j'ai plus rien à dire, hein. J'ai l'impression d'avoir débité sur le live du jour, mais en fait, je meurs tellement de chaud aussi que je pense que j'ai voulu être certain d'arriver au bout du live, et pas de vous dire en pleine lecture: «Bon là je m'arrête, j'ai trop chaud». Donc je pense que j'ai débité, débité, débité. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont passés faire un coucou. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne fin de dimanche. À tout vite, des bisous et bye bye.